pof. Ouais, pas devant. Oui, c'est bon, mieux. Ok. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Frédéric Camblor. Je suis développeur web dans une petite société de services bordelaise qui s'appelle 4SH. Et je trouve scandaleux que vous soyez venu à ce talk qui va parler de Google Spreadsheet et que vraiment vous montrez des choses dégueulasses. Mais en fait, c'est quand même quelque chose qu'on a. En fait, c'est issu d'un retour d'expérience sur l'organisation d'une conférence. Alors, je bosse à 4SH le jour et le soir, j'organise des conférences. Donc, une conférence qui s'appelle BDX.io, qui est une conférence pour développeurs à Bordeaux. Et dans le cadre de BDX.io, en fait, on a un peu expérimenté le pattern là, que je vais vous montrer, d'avoir une spreadsheet en guise de back-end. C'est-à-dire qu'on n'a aucun code qui tourne côté serveur, aucun code, on va en voir un petit peu en fait du code, mais on n'a pas déployé une application dans le cloud, etc. pour servir nos données. Donc ça va être un peu le but de ce talk, vous ouvrir un peu l'esprit sur des fonctionnalités qui, à mon avis, que moi je ne connaissais pas en tout cas quand je me suis lancé là-dedans, et qui vont peut-être vous faire voir les Google Spreadsheets de manière un peu différente. Le QR code, ça correspond à l'URL qui est tout là-bas, en fait, je vais vous parler de pas mal d'URL pendant le talk. Elles sont toutes récapitulées à cette URL-là. D'accord ? Donc, si vous voulez, et je la tweeterai au pire pour les gens qui n'ont pas le temps d'allumer leur téléphone. Donc là, c'était le dernier slide de la présentation. Parce que en fait, je vais faire tout en live coding dans une Google Spreadsheet. Hein. Donc, on se calme, on se calme. Alors déjà, magnifique site de BDX.io. Pour vous illustrer un petit peu le sujet. En fait, sur ce site, on a plein de données qui sont dynamiques. On a notamment les news, là, on a des flags pour dire si le live stream il est activé, etc. Oui, parce qu'on live stream les talks à BDX.io. Et donc tout ça, c'est backé par cette spreadsheet Google. Alors, je vois de suite les gens sur YouTube, là, qui sont en train de choper l'identifiant de la spreadsheet. Ça sert à rien, vous n'aurez pas accès en écriture, hein, la spreadsheet, vous aurez accès qu'en lecture. Donc, vous pouvez vous amuser, mais normalement c'est verrouillé. Pour vous montrer que ça fonctionne, je vais rafraîchir la page, déjà, pour vous montrer que je ne vous mens pas. Regardez la news, c'est que l'édition 2017 aura lieu le 10 novembre. Et je vais faire un changement en prod. Je refresh et wouhou! Vous avez vu ça? Bon, heureusement, j'ai aucun de mes acolytes là qui est en train de modifier la spreadsheet en même temps que moi. Ça aurait pu me saborder mon talk, mais ils sont sympas. Ok, donc ça c'était l'aspect pratique du truc. Et on va voir quelques autres astuces par la suite. Alors, on va commencer. Premier truc. Alors là, je vous spoil un peu la suite. Il faut que je la ferme celle. Donc j'ai créé deux Google Spreadsheets là au début, dans lequel je vais faire un Hello World. Non, on est Devox. Hello Devox. Premier truc qu'il faut savoir, c'est qu'une Google Spreadsheet, on peut l'exporter en JSON. Vous le saviez ça? En fait, il y a une URL magique, alors qui est celle-ci. Alors je ne sais pas si vous y voyez bien, mais bon, après, c'est pas hyper intéressant. En fait, c'est une URL où vous mettez l'ID de votre spreadsheet. Alors là, je vais la copier, en essayant de ne pas me planter, parce que généralement, il y a des tirets ou des trucs comme ça. Bon, ça a l'air d'être bon. Je vais remplacer l'ID. Oui, je vais essayer de ne pas me planter. Et ici, il y a un deuxième paramètre qui est le numéro du tab. Le numéro du tab, c'est l'onglet que je veux exporter. Alors, je ne suis pas sur celle-là. Donc là, je suis sur le premier onglet. Alors, les tabs, ils sont pas 0 based, ils sont 1 based. Donc, ils commencent à 1. Et là, ça marche. Alors, c'est pas normal que ça marche. Mais t'es pas attendu que ça marche. Bon. En fait, théoriquement, c'est bizarre que ça marche. J'ai fait un truc bizarre. Bon. En fait, théoriquement, il faudrait que vous publiez. Pour que ça fonctionne, c'est pas normalement personne n'y a accès à ce truc-là.
c'est rock solide. Donc normalement personne n'y a accès tant que en fait on n'a pas publié sur le web la spreadsheet. Publier sur le web la spreadsheet, en fait on peut décider de publier soit toute la spreadsheet, soit juste certains onglets. Bon, là, en l'occurrence on va publier même si ça ne sert à rien, vu qu'on peut déjà accéder au JSON, mais théoriquement on ne devrait pas y avoir accès. Bon, il faudrait peut-être que je me connecte en navigation privée, parce que en fait le fait que je sois logué, bon, c'est bizarre. Ouais, mais c'est pas normal parce que pendant les répétitions, pendant mes 10 répétitions, ça. Ah, c'est pas le bon ID. Ah, c'est les. J'ai mis la. J'ai pas mis celle-là, là. Ah, putain, il y en a qui suivent, hein, parce que quand même comparer des ID Google. Ah ouais, c'est bien. Bon, alors du coup, alors je vais faire sur la deuxième pour vous montrer que normalement on n'est pas loin. Tac. Paf, paf, paf. Voilà. Voilà. Donc, ok. Donc théoriquement, pour qu'on le voit ce truc-là, je publie ma spreadsheet. Donc cette fois, je publie bien. Hop, et je refresh et j'ai mes onglets. Ok, j'ai beaucoup moins de données du coup. Et en fait, j'avais le website Publish Data, c'est pour ça que j'avais un truc énorme. Alors là, en fait, le truc, c'est pas génial. On va aller sur JSONLint, hop, pour l'afficher un peu plus joliment. Pour vous montrer qu'il y a tout un package de. Alors, je vais zoomer, parce que vous ne devez rien y voir. Hop. Tout un package de métadonnées en fait dans cette spreadsheet. Il y a notamment la date de dernière modification, par exemple, de la spreadsheet. Il y a plein de trucs là-dedans, et le truc qui va nous intéresser normalement, ah oui, alors sauf que je vous ai affiché celle où il n'y a pas de données, donc du coup, vous n'allez pas voir grand-chose. Hop, hop, voilà, hop, et on se la refait. Paf. Donc il y a plein de bazar, et les trucs qui nous intéressent, c'est cette partie entry là, où en fait à chaque cellule, on a tout ce package pour décrire la cellule, et on a surtout la coordonnée A1, la valeur hello, la coordonnée B2, world. Voilà comment on récupère les données de website publish data là, et qu'on les affiche sur le site de BDXIO. Bon, alors le truc, il n'est pas très sexy à manipuler. Pour info, on a une classe utilitaire sur BDXIO. Enfin, dans les ressources, il y a le lien, ça va pas être l'objet, mais pour simplifier un petit peu le parsing de ce truc-là, en gros, vous dites la colonne A, c'est le champ Toto, la colonne B, c'est le champ Titi, et derrière, vous avez un tableau d'objets avec des champs Toto et Titi qui sont plus compréhensibles que B et A. Bon, voilà. Qui savait qu'on pouvait exporter une spreadsheet en JSON? Déjà, normalement, j'ai appris un truc à pas mal de monde. Cool. Très bien. Autre truc, alors ça je pense que vous le savez, là on va rentrer dans les trucs qui sont un peu connus. Vous savez qu'on a un historique des révisions sur les spreadsheets. Vous pouvez savoir qui a fait quoi, quand, et éventuellement faire un rollback. Si je veux rollbacker à cette version, je peux le faire. Je ne vais pas le faire pour gagner du temps parce que je suis à la bourre. Et en fait, quand vous faites un rollback, ça crée une nouvelle révision avec le statut que vous avez voulu rollbacker. Ça vous permet de faire un rollback de rollback. Vous pouvez le faire. Donc ça, c'est sympa. Donc, du coup, en fait, vous avez une sorte de SCM dans une Google Spreadsheet. Ok. Oui, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que quand il y a une formule, on n'exporte pas. Alors, ouais, croyez-moi, ça va être chiant à vous montrer. On n'exporte pas la formule, on exporte le résultat de la formule. Donc du coup, si dans vos formules, vous avez des trucs un peu sensibles, ça ne sera pas visible côté JSON. Ça me fait une très bonne transition vers une fonction qui est assez utile, que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle ImportRange, et qui prend en fait une clé... Ah, perdu. Qui prend une clé d'une spreadsheet. Alors, vu toutes les clés que j'ai manipulées depuis le début, je ne sais pas laquelle c'est. On va voir. Et où on peut lui dire, j'ai envie d'importer des données d'une autre spreadsheet sur une range donnée. Donc là, je suis en train de lui dire de A1 à C10, et il va me l'importer là-dedans. Bon, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, il y a quand même un petit peu de sécurité. Donc il faut que j'autorise l'accès à ce truc-là. Et du coup, là, il m'a importé, je pense, non, pas celle-là.
Je sais pas laquelle c'est que j'ai là dans le... On va... j'ai fait un ID au pif aussi en même temps. Je donne un peu le bâton pour me faire battre. Ok, donc là j'ai mon hello Devox. Et si je fais Toto, je valide, toc, sans les mains. Ouais, cool. Donc voilà. Donc là, en fait, ça, c'est quoi le use case de ce truc-là? C'est que typiquement, quand vous avez une spreadsheet qui est un peu privée, vous avez des données que vous ne voulez pas partager avec le reste du monde, bah, vous les laissez dans cette spreadsheet privée et vous exportez, ça vous permet en fait d'exporter un subset de cette spreadsheet dans une spreadsheet qui, elle, pourrait être publique et sur laquelle vous pourriez exposer les données en JSON. Autre truc. Alors ça aussi, je ne connaissais pas trop, mais en fait, on peut faire alors, il y a la gestion des permissions que je pense tout le monde connaît, qui permet de savoir, de dire telle personne a le droit d'écrire ou de lire la spreadsheet. Et en fait, vous pouvez faire des trucs un peu plus précis, en faisant là, protéger la feuille de calcul. Vous pouvez dire, par exemple, que vous pouvez restreindre l'accès à la colonne V, par exemple, toute la colonne V, à un certain... Oui. Alors, toc, je vais faire ça. Ouais, bon. Alors, je sais pas cliquer. Toc. Toc. Ok, c'était VV. Et où je peux en fait définir un accès à juste cette colonne V à un subset de personnes. En fait, juste ces personnes auront le droit de modifier cette colonne. Souvenez-vous-en de cette fonctionnalité. Je vais vous montrer un use case à la fin de ce truc-là, qui est assez utile. Dernier truc, une Google Spreadsheet, je pense que vous le savez ça aussi, ça peut être alimenté à partir d'un Google Form. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait imaginer, par exemple, envoyer un Google Form à vos speakers à la fin de la conférence pour leur dire hey, les gars, filez-nous vos assets de vos talks, c'est-à-dire vos slides, les sources, vos photos, si vous voulez. Donnez-nous l'URL et nous, on va les publier sur le site automatiquement. Et du coup, vu qu'on est très feignant, ça nous permet d'automatiser automatiquement la publication de ces assets sur le site. Alors bon, il y a quand même une étape de validation, histoire que les gens ne nous envoient pas les photos de leur caniche. Mais en fait, là, on a la spreadsheet qui correspond aux réponses au formulaire. Et en fait, on a un tout petit workflow. Alors, quand on répond à un Google Form, on reçoit un mail. Du coup, la team BDXIO reçoit un mail. Et donc là, il y a quelqu'un de la team qui met un oui manuellement là, dans le A importé. Et dès que la personne a mis un oui dans le A importé, donc elle a vérifié que le talk était le bon, etc., et ben c'est publié automatiquement sur le site. Donc ça permet de ne pas avoir à s'embêter. Quand on organise une conférence, en fait, c'est souvent bien de ne pas avoir à s'embêter, parce que généralement, on travaille de 22h à 3h du matin. Et donc si on peut se coucher à 2h du matin au lieu de 3h du matin, ben, on prend, généralement. Donc voilà. Bon, petit truc dont il faut être conscient. En fait, là où je veux en venir, c'est que vous pouvez avoir sur une Google Spreadsheet, c'est vraiment quelque chose de collaboratif, et vous pouvez du coup avoir plein de personnes, plein de profils différents qui vont venir collaborer à cette spreadsheet. Bon, après, ça dépend de. Enfin voilà, tous les besoins sont dans la nature, mais ça permet du coup d'avoir plein de personnes qui viennent modifier, et vous avez un outil de saisie sans rien avoir à déployer. Vous n'avez pas d'infra à mettre en place ni rien. Bon, ça c'était la partie chef de projet. C'est-à-dire qu'on est resté dans les Google Spreadsheets et on n'en est pas sorti. La suite du talk va être un peu plus les mains dans le cambouis. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, là, éditeur de script. Qui c'est qui l'a déjà utilisé? Ah, un peu plus de monde. Ouais, c'est le VB de 2010 en fait. Donc en gros, c'est un truc qui va vous permettre de faire du JS et pas du VB. Et vous allez pouvoir faire du code, en fait, dans votre spreadsheet. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire dans ce truc-là. Alors, on peut faire des trucs rigolos, genre, je dois avoir un truc qui traîne dans mon... Ouais, voilà. Genre une fonction, hein, factorielle. Hop. Que je peux, du coup, appeler là-dedans. Factoriel de 4. Off, loading. Ah oui, j'ai fait une boucle infinie.
Oups. Désolé Google. Il y a un data center qui enflamme là. Oups, la boulette. Ah bah ça marche toujours pas. Ah si, ça marche. Vous pouvez tout à fait dire, par exemple, externaliser votre variable et dire je veux faire U3 et dire que je veux changer. Et ça refait loading et ça recalcule. Voilà, donc c'est un truc qui est fait côté serveur, hein. C'est pas fait côté client. Là, j'ai pas explosé mon Chrome quand j'ai fait ma boucle infinie. J'ai explosé un data center de Google. C'est mieux. Donc voilà, bon, ça c'est le truc un peu rigolo. Personnellement, j'ai jamais utilisé un truc comme ça. J'ai jamais eu à faire des fonctions de fou, de ninja, mais bon, ça peut servir. L'autre truc qui, par contre, là, est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a, un peu comme en VB, une API super riche pour manipuler notre spreadsheet. Donc, on a un truc qui s'appelle comme ça, et on a de la complétion. Non. Alors, on a de la complétion, mais en fait, il faut partir du point à chaque fois, parce que si vous revenez en arrière, vous avez perdu. Et vous avez des trucs du genre... donc là, je récupère ma spreadsheet courante. Là, je récupère ma sheet courante. Donc ma sheet, c'est mon onglet. Et je vais lui... j'ai un truc... Pof. Non, alors je pense que c'est juste spreadsheet en fait. Add menu. Ouais. Je vais rajouter un menu déroulant à ma spreadsheet. Vous allez voir, c'est un truc de fou. J'ai un exemple là. Ouais, j'ai un exemple. Donc là, je suis en train de rajouter un menu déroulant qui va s'appeler utils avec une entrée qui s'appelle SailWorld et qui va appeler la méthode Sailo que je vais écrire là, qui est de toute beauté. Hop, et qui va faire un browser.messageBox. Ça, c'est une alerte en fait. Hello Devox. Tac. Je sauvegarde. Et alors, ce onOpen là, alors je l'ai appelé onOpen. On pourrait imaginer que c'est un mot magique qui permettrait d'être exécuté lorsqu'on ouvre la spreadsheet. Il n'en est rien. Voilà, il faut faire un trigger en fait. C'est-à-dire que vous avez une notion de déclencheur, donc de trigger. Alors j'ai jamais compris pourquoi il me génère un truc comme ça, parce que ça marche pas. Où je peux dire ma fonction onOpen, à partir de la feuille de calcul, à l'ouverture de la feuille de calcul, je vais l'exécuter. J'enregistre, il me demande des autorisations, parce qu'en fait il faut que je donne l'accès à mon Google Apps Script pour pouvoir être exécuté. Et là, je vais rafraîchir ma spreadsheet. Je ne l'ai pas rafraîchi, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et alors là, paf, j'ai modifié l'UI de ma spreadsheet. C'est fou. Et j'ai même fait un Hello World dans ma spreadsheet. C'est fou. Donc là, en fait, ça ouvre une étendue de possibilités infinies. Parce que derrière, vous pouvez interagir en fait avec tous les utilisateurs qui vont aller sur cette spreadsheet. En fait, tous ces utilisateurs, dès lors qu'ils auront accepté, dès lors qu'ils auront trusté que votre Google Apps Script, il ne va pas chercher des choses chez vous de manière malicieuse, qu'en gros, il vous fait confiance, ils vont pouvoir exécuter les trucs un peu magiques que vous aurez implémentés. Alors, on peut faire des trucs. L'API, là, elle est assez riche. Je peux tout à fait, par exemple, aller donc récupérer mon onglet courant, récupérer une range. Donc une range, c'est un offset de départ, donc je me place tout en haut à gauche, et c'est un nombre de lignes et un nombre de colonnes. Donc là, je suis en train de dire, je prends une range de A1 à B1. Et je peux faire un set values. Alors ça prend un tableau à 2 dimensions. On va le faire comme ça pour que ce soit un peu plus clair. Et on va mettre en gros, hop, des box, un truc comme ça. Ce qui fait que
quand j'ai appelé mon say hello world, il m'a mis hello Devoxx. J'ai pas eu besoin de rafraîchir ma spreadsheet ni rien. En fait, à chaque fois que je sauvegarde là mon script, c'est vraiment ce qui est vraiment exécuté. Donc j'ai juste à rappeler ma fonction là, enfin, c'est le pointeur vers cette fonction, il n'y a pas de notion de versionning ni rien. On a même un debugger, on peut mettre des breakpoints et on peut débugger notre méthode onOpen. Et donc là, du coup, oh, c'est dégueu. Oh, je pense que la résolution est pas top. Ouais, bon, toc, peut-être que là c'est mieux. Ouais. Ah oui, non, c'est mon say hello, pardon. Ah, du coup, j'ai dû rajouter 18 menus déroulants. Ah non. Bon, il y a quand même un ID, le nom doit être unique, je suppose. Du coup, ma méthode say hello, voilà, je suis en debug là-dessus, et du coup, je peux voir l'ensemble de mon contexte lorsque je suis en debug. Truc qui est assez pourri par contre, il n'y a pas de console qui nous permette d'évaluer des expressions à l'endroit où on est. Ça, c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un peu. Quand on débug, c'est quand même assez pratique généralement. Ok. Donc là, du coup, on peut alimenter des cellules, on peut débugger des cellules, enfin, on peut débugger notre code, et puis on peut importer des librairies. Alors, les librairies, en fait, ils ont Google Apps Script, là, ils ont une page, là, Notable Script Libraries, où ils vous disent qu'il y a un ensemble de trucs qui sont utilitaires. Donc, vous voyez des trucs pour poster sur G+, ce qui doit être vachement utile aujourd'hui. Des hot services, des trucs pour Picasa. En fait, vous avez plein de choses. Enfin, en gros, tous les services Google ont une API Google Apps Script. Donc, par exemple, vous pouvez parcourir un répertoire Google Drive et charger tout et récupérer les ID de toutes les spreadsheets qui sont dans votre Google Drive pour aller piocher des données dedans ou faire des trucs comme ça. Donc, c'est assez riche. Comment on importe une librairie? Alors là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais importer _JS. En fait, il faut vous munir de cette project key. C'est un truc hyper smooth. Et en fait, vous allez dans Bibliothèque et vous collez ce truc-là. C'est absolument impossible de faire une recherche sur _JS, vous ne trouverez rien. Et ce qu'il faut, c'est la clé. Si vous n'avez pas la clé, pas de clé, pas d'underscore. Les librairies sont versionnées. Et ici, en fait, je vais donner le petit nom. Enfin, en fait, c'est la variable que je vais utiliser pour représenter cette librairie dans mon code. Et donc, hop, dès que j'ai fait ce truc-là, en fait, là, je peux faire UGS, point. Là, j'ai de la complétion sur ma librairie. Et je peux, par exemple, faire une random string de 5 caractères. Hop, je refais un say hello. Et là, il m'a fait une random string de 5 caractères. Ça, mine de rien, c'est pas mal en fait parce que ça vous permet. Alors, bon, là, j'étais consommateur d'une librairie, mais vous pouvez aussi publier en fait là, mon code.js. J'aurais très bien pu le publier sous forme de librairie. Je vais pas vous le montrer parce que ça prend un peu du temps et c'est assez. Enfin, il y a des tutos sur internet, ça se trouve assez facilement. Mais vous pouvez publier votre code si vous imaginez que vous avez du truc qui est réutilisable d'une spreadsheet à l'autre. Mais mutualisez-le dans une librairie et du coup vous aurez le project ID au moment où vous publierez votre librairie. Ok. Alors là, bon, jusqu'à maintenant, on s'est amusé dans une spreadsheet. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin. Et on va faire un service REST. Et ouais, on peut faire des services REST. Et je vais vous montrer. Hop. Il n'y a plus de courant. En fait, je vous illustrerai en plus un petit truc qui vous permet de faire des templates, par exemple. Donc, en fait, là, je vais créer un template HTML. Le template, en fait, on peut lui passer des paramètres. Ah ouais. Bon, ouais, s'il y a une typo, je l'ai utilisé. Tant que je ne l'ai pas utilisé, il n'y a pas de typo. Là aussi, il y a une typo. Alors, c'est parameter ou parameter, je ne me rappelle jamais. Donc là, en fait, je suis en train de récupérer le query parameter qui s'appelle foo et je l'injecte dans la variable foo de mon template. Et en fait, on a une méthode evaluate sur notre template qui va nous exécuter le template avec les paramètres qu'on lui a passés.
là, je vais me créer un nouveau fichier, HTML, que je vais appeler myTemplate, où je vais faire un hello, je vais faire un truc en HTML, hop, et les aficionados de PHP s'y retrouveront pour afficher une variable, c'est comme ça. Alors c'est pas tout à fait la syntaxe PHP, mais on n'en est pas loin. Ok, et du coup là je vais déployer mon Google Apps Script en tant qu'application web. Attention les yeux. Voilà, et donc là je clique sur déployer, et là il me donne une URL magique dans laquelle si je la colle dans mon navigateur, j'ai un Hello Devox Undefined, parce que évidemment j'ai pas mis de fou. Si je mets bla par exemple, paf, c'est cool. On peut faire des services web dans Google Spreadsheet. Bon, ça sert à rien. Hein. Enfin, on est d'accord. Hein, surtout, enfin, ça sert encore plus à rien parce qu'en fait, il faut appeler explicitement le truc doget. Donc, du coup, vous n'avez qu'une seule fonction par fichier possible. Donc, ça veut dire que vous devez faire autant de fichiers que vous avez de endpoint. Du coup, un peu chiant. Ou alors, vous implémentez struts dans votre Google Spreadsheet comme vous voulez. Et vous faites un pattern MVC. J'en connais pas un qui ont fait ça, mais bon, si ça vous prend, allez-y. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, du coup, là, j'ai un peu fini mes démos, enfin mon live coding. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut créer des pop-up et des pop-up assez chiadés, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un template comme ça et faire des trucs un peu compliqués. J'ai un exemple. Pour un de nos clients à 4SH, en fait, on a une application qu'on a internationalisée. Et en fait, on a fait une Google Spreadsheet un peu évoluée pour gérer tous les labels internationalisés. Donc du coup, là, on a nos clés et nos traductions dans de multiples langues. Du coup, en fait, on a restreint, vous vous rappelez la fonctionnalité tout à l'heure, on peut restreindre des zones de la spreadsheet à juste certains utilisateurs. Bah là, en l'occurrence, notre traducteur espagnol, bah, il a le droit d'aller écrire que dans la colonne espagnole, et il peut pas aller écraser les trucs de l'allemand d'à côté. Donc ça c'est utile. Et puis on a des trucs un peu là vous voyez, j'ai rajouté un menu déroulant. Voilà. Et du coup là si je veux, je peux exporter en JSON mes données de ma spreadsheet, et inversement je peux importer si je veux plein de fichiers de JSON. Donc ça arrive un peu moins souvent, mais pour vous montrer on peut faire des formulaires un peu compliqués, quoi. Et faire du coup, bon alors il y a un peu de JS derrière, mais derrière en fait finalement on a une spreadsheet qui est éditable par plein d'utilisateurs en même temps. Les gens ils savent généralement utiliser une spreadsheet, il n'y a pas besoin de leur expliquer comment on va remplir une cellule. Et du coup ça se passe plutôt bien. Google, ils ont même été, quand j'ai vu ça en fait, ils ont même été jusqu'à faire des guidelines CSS. Ils ont fait un bootstrap pour les Google Spreadsheets, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, bah voilà, il existe des classes. Si vous faites des boutons, utilisez la classe action. Voilà. Donc pour info. Donc là, l'URL de ces CSS guidelines pour les Google Spreadsheets, vous les aurez dans les ressources. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors évidemment, on peut faire des requêtes Ajax à des API. C'est ce qu'on fait typiquement sur BDX.io pour récupérer les informations du CFP. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est à peu près tout, ce à quoi j'ai pensé. Du coup, bah, j'espère que vous avez appris des trucs. Qui n'a rien appris aujourd'hui? Cool, j'ai appris au moins un truc à quelqu'un. Cool. Et bah, du coup, bah, merci. Et si vous avez des questions, on a 15 secondes.